Alors maintenant, c'est Dr Mu'taz Amin que je tiens à remercier et vivement remercier, pas pour la présentation, mais je le remercie ici pour le travail qui a été fait en amont pour la préparation du workshop et des patientes euh, pour le bloc opératoire qui a été fait hier. Et donc, hier, il a été avant nous à presque à 6 heures du matin au bloc pour préparer, pour qu'on travaille dans de bonnes conditions. Je te remercie beaucoup, Amine, et tu es toujours à l'image de ta réputation. Et je remercie aussi, je tiens aussi à remercier le professeur Abou Taïb, qui normalement, pour des raisons, ne peut pas être avec nous. Lui aussi pour l'effort, ainsi que le service du docteur Samouh Naïma. C'est à toi, Amin. Merci, Monsieur le Président. C'est un devoir de servir l'Association marocaine d'urologie. C'est la formation continue envers tous les urologues, c'est un devoir. Et je vous remercie, tous les membres du bureau, pour l'invitation pour cette journée. Et je tiens à les féliciter pour la réussite. C'est une journée qui sort de l'ordinaire, ce n'est pas comme toutes les journées. Alors aujourd'hui, on m'a confié la présentation concernant la sexualité et l'incontinence urinaire. Je dis à Dr Marabter aussi, ce n'est pas un sujet qui est facile, puisque c'est un domaine qui est sujet à des controverses. Il n'y a pas de la normalité, c'est des controverses toujours. Alors lorsqu'on parle d'incontinence urinaire, c'est toujours des troubles du plancher pelvien en rapport avec l'incontinence anale et le prolapsus pelvien. C'est un ensemble de pathologies qui est lié au plancher pelvien. Et bien sûr, la prévalence, elle est variable selon les séries de la population étudiée, la classe d'âge considérée et bien sûr le type d'incontinence concerné. La prévalence, elle augmente avec l'âge. C'est une prévalence qui est linéaire, une augmentation qui est linéaire. Mais par la suite, il y a une semble de régression avec le temps. Et bien sûr, c'est une fréquence dans la population âgée, c'est une conséquence du vieillissement, qui est tout à fait normale. Alors, ce qui est important à savoir, c'est l'impact de l'incontinence urinaire. On va voir que c'est une pathologie qui a un vrai impact sur tous les domaines de la vie et constitue par conséquent un vrai problème de santé publique. Alors, je veux dire que toutes les études ont montré qu'il y a un réel impact de l'incontinence urinaire, je dirais, sur tous les domaines de la vie, quel que soit le domaine, allant de la sexualité au travail, social, psychologique. Et pire encore, je dirais que les études ont montré que l'impact de l'incontinence urinaire, il est semblable à l'impact d'une maladie de Crohn, voire même d'une insuffisance cardiaque sur la qualité de vie. Et que les patientes âgées souffrant d'incontinence urinaire seraient exposées à un risque plus élevé d'hospitalisation et de dépression. Alors, lorsqu'on parle de sexualité chez la femme, ça veut dire quoi une sexualité normale? Alors, une sexualité normale, je dirais, il n'y a pas de sexualité normale, dite normale. On peut dire dite normale, pas normale. Fait partie de la définition de la bonne santé de l'OMS. Et la définition de la bonne santé de l'OMS, on parle désormais de santé sexuelle. Et bien sûr, lorsqu'on parle d'anomalies de ces paramètres, on rentre dans le cadre des dysfonctionnements sexuels. Et on va voir dans la diapo prochaine les diverses dysfonctions sexuelles féminines. Ces dysfonctions sexuelles sont définies comme des troubles ne permettant pas d'avoir des relations sexuelles satisfaisantes. Alors, on peut distinguer divers troubles du désir sexuel, c'est-à-dire une baisse du désir, carrément une aversion, il n'y a plus de désir. Par la suite, il y a les troubles de l'excitation qui sont définis chez la femme par une incapacité d'atteindre ou de maintenir une vasocongestion suffisante du clitoris, ce qui traduit par une absence de lubrification carrément du vagin. De même, on peut avoir des troubles de l'orgasme et des troubles sexuels avec des douleurs, des dyspareunies, voire même un vaginisme secondaire. Alors là, on voit un petit schéma, un petit rappel de la réponse physiologique sexuelle normale chez la femme. Cette réponse physiologique nécessite un minimum
d'intégrité d'un ensemble de systèmes hormonal, vasculaire, tissulaire et nerveux et bien sûr musculaire. On va rendre hommage aujourd'hui lorsqu'on projette ce schéma aux travaux de William Masters et Virginia Johnson. Pour ceux qui ont déjà suivi leur série Masters of Sex, ils connaissent très bien cette physiologie sexuelle. Et bien sûr, le cycle de la réponse sexuelle féminine, il concorde à celui de l'homme. Il est décrit en 5 phases qu'on va résumer rapidement. Après une phase de désir, qui est caractérisée par des idées, voire des fantasmes qui sont érotiques. Par la suite, il y a une phase rapide d'excitation qui est déclenchée par des stimulations physiques, par des frottements par exemple, suivie d'une phase en plateau et l'orgasme qui est rapide et par la suite une résolution. Et chez la femme, on peut avoir plusieurs orgasmes durant la phase de résolution. Alors la question qui se pose aujourd'hui, y a-t-il vraiment un impact de l'incontinence urinaire sur la sexualité? Alors, au service d'urologie du CHU de Casablanca, le service de gynécologie, on a déjà réalisé une étude. On a essayé un petit peu de répondre à cette question. C'était en 2019. Donc, c'était une étude qui a été transversale, qui a concerné 50 patients souffrant d'incontinence urinaire. Alors, on a inclus toutes les patientes âgées de plus de 18 ans souffrant d'incontinence urinaire. Bien sûr, on a exclu toutes les patientes qui étaient âgées de moins de 18 ans, qui avaient une maladie aiguë, qui venaient de se faire opérer et qui avaient un désordre psychologique qui est majeur. Bien sûr, on a respecté la terminologie de l'ICS et on a divisé l'incontinence urinaire en 3 parties, mixte par urgenturie et d'effort. La classification POPQ a été utilisée pour l'évaluation anatomique du prolapsus. L'analyse statistique des résultats a été faite par le logiciel SPSS avec une p-value significative. Alors, pour évaluer la fonction sexuelle, pour évaluer la fonction sexuelle de ces femmes, on a eu recours au questionnaire, le PISC-12. C'est un questionnaire qui évalue les domaines du désir, du comportement et bien sûr évalue aussi le partenaire. Et durant l'étude, on a utilisé, pour ne pas avoir des biais de sélection, on a utilisé une version qui est traduite en arabe et validée du PISC-12. C'est un questionnaire qui est auto-administré, validé en langue arabe et adapté à la pathologie en question. Il évalue la fonction sexuelle des femmes souffrant d'incontinence urinaire ou de prolapsus génital. Alors, les notes aux réponses varient de 0 à 4, de jamais à toujours. Plus le score est élevé, plus meilleure est la fonction sexuelle et inversement. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé durant cette étude? Cette étude a montré un réel impact de l'incontinence urinaire sur la fonction sexuelle. Cet impact a été mis en évidence par un score moyen du PISC-12 qui était très bas de 28,45. Et les questions du domaine comportemental, c'est-à-dire désir, orgasme, excitation et satisfaction, sont celles qui ont enregistré les scores les plus bas. Alors, il y avait une autre question. Est-ce que le type d'incontinence urinaire avait un impact sur la sexualité? Alors, notre étude statistique par l'ANOVA n'a pas révélé de différence significative, avec un p-value qui n'était pas significatif, entre les différents types d'incontinence urinaire et le score total moyen du PISC-12. Par la suite, on a essayé de trouver une relation entre le score PISC-12, l'incontinence urinaire et le statut ménopausal. Et là, il y avait quelques trouvailles en évaluant séparément les femmes en période d'activité génitale et celles qui sont ménopausées. Il y a une différence dans le score total PISC-12 chez les femmes ménopausées. On le voit très bien sur le tableau. Dans ce groupe, les femmes avec une incontinence urinaire mixte ont une meilleure fonction sexuelle que celles avec une incontinence urinaire d'effort dans le groupe des femmes ménopausées. Alors que dans le groupe des femmes en période d'activité génitale, il n'y avait aucune différence entre les différents types d'incontinence. Par la suite,
On voulait savoir encore, est-ce que le type de prolapsus avait un impact sur la fonction sexuelle? Bien sûr, là, il y avait un impact et le score total moyen général des patientes incontinentes présentant un prolapsus était de 24,5 versus 30 pour celles qui n'avaient pas de prolapsus. Et ce score était plus bas chez les femmes présentant une hystérocèle. On a toujours trouvé que le score PISC-12 était proportionnel au grade du prolapsus. Plus le grade du prolapsus était élevé, plus le score moyen était plus bas. Alors la question maintenant, c'est de prouver un lien entre sexualité et incontinence urinaire. Une petite revue de littérature sur PubMed en utilisant les mèches urinaires, incontinence et sexualité va trouver qu'il n'y avait pas beaucoup de littérature, pas beaucoup d'études dans ce domaine. On voit qu'il y avait 147 études durant plus de 20 ans. Bien sûr, des centaines d'études ont été publiées dans le domaine de l'incontinence urinaire et la fonction sexuelle. Puis, on va remarquer que les anciennes études qui ont été publiées s'intéressaient à la chirurgie et aux aspects anatomiques et fonctionnels de l'incontinence urinaire vu l'essor des différentes techniques. Actuellement, l'objectif du chirurgien est de voir les attentes des patientes, de mieux comprendre l'impact de la chirurgie sur le plancher pelvien et la sexualité. Alors, qu'en est-il après cette revue de littérature concernant l'incontinence urinaire et la sexualité? Qu'est-ce qu'on va voir? Le lien entre les dysfonctions sexuelles féminines et incontinence urinaire est bien démontré maintenant. Et l'incontinence a un impact sur les différents domaines de la sexualité. Un dysfonctionnement sexuel a été rapporté jusqu'à 45% des patientes incontinentes. Et parmi eux, 11% vont présenter une incontinence coïtale. Et l'incontinence urinaire, en particulier celle des forts, peut affecter le désir, la lubrification du vagin, l'orgasme et la satisfaction sexuelle, qui peut entraîner une irritation de la région vulvo-vaginale, pouvant être responsable à long terme de dyspareunie. Il faut savoir que la perte d'urine lors de toute activité sexuelle peut indirectement contribuer à la diminution de l'intérêt sexuel, à la baisse de l'estime de soi sexuelle, voire même l'abandon de tout rapport sexuel. Alors, qu'en est-il de l'association prolapsus-incontinence urinaire et son impact sur la sexualité? Il faut savoir que la dysfonction sexuelle elle est présente dans plus d'un tiers des cas chez les patientes présentant un prolapsus. Le prolapsus des organes pelviens peut entraîner une perte de confiance de soi, des difficultés à entrer en relation avec l'autre sexe et les mêmes abandon des rapports sexuels. Qu'est-ce qu'on peut remarquer encore? Que les patientes qui présentent à la fois un prolapsus, une incontinence urinaire, sont moins satisfaites de leur activité sexuelle par rapport aux femmes sans. Elles montrent un degré de proximité émotionnelle plus faible avec le partenaire et disent ressentir moins souvent le désir et le plaisir. Et bien sûr, ces femmes qui associent incontinence urinaire et prolapsus, ils présentent plus de douleurs que les patientes présentant juste une incontinence urinaire. Alors, qu'en est-il de l'incontinence coïtale? Il faut savoir que l'incontinence coïtale est définie comme une perte d'urine lors des rapports sexuels. Cette définition devrait faire la part des choses entre la perte d'urine durant la pénétration et celle durant l'orgasme. C'est deux choses très différentes. Il faut savoir que 11%, on imagine ces chiffres, 11% à 45% des femmes présentant une incontinence urinaire connaissent un épisode d'incontinence coïtale pendant les relations sexuelles. L'incontinence coïtale se manifeste chez les 2/3 des femmes pendant la pénétration. Et vraisemblablement, elle est en corrélation avec l'incontinence urinaire des femmes. Et dans 1/3 des cas, cette incontinence coïtale se manifeste durant l'orgasme. Et cette incontinence coïtale est en rapport avec une incontinence par urgenturie. Comment
comment établir cette prise en charge de ces troubles sexuels chez les femmes présentant une incontinence urinaire? D'abord, cette prise en charge, comme tout le domaine de sexologie, doit être multidisciplinaire. Elle doit réunir tous les partenaires, à savoir gynécologues, urologues, médecins généralistes, sexologues, pour qu'il y ait un traitement efficace et apprécié par les patientes. De même, plusieurs consultations sont nécessaires pour avoir un minimum de confort pour cette patiente et aborder les vraies raisons de consultation. Cette évaluation comprend d'abord le symptôme sexuel, sa description précise, l'analyse et la compréhension avec le médecin thérapeute. Et bien sûr, cette évaluation fera appel à des questionnaires spécifiques. Comme le cas dans notre étude, on a fait appel à un questionnaire de PISC-12. Il y a d'autres questionnaires qui peuvent faire l'affaire, surtout chez les patients présentant un prolapsus ou bien une incontinence urinaire. Ces questionnaires, ils permettent une évaluation qui est assez objective et un suivi après une éventuelle cure chirurgicale. Et bien sûr, l'interrogatoire devra également explorer l'existence des troubles de la sexualité du partenaire. Ceux-ci, bien sûr, et bien entendu, auront un impact direct sur la sexualité de la femme. Quels sont les moyens thérapeutiques qui s'offrent à l'urologue au premier lieu? D'abord, il faut une prise de conscience. Il faut que la patiente et le médecin traitant aient une prise de conscience de l'importance des troubles sexuels chez la femme présentant une incontinence urinaire. Et par la suite, il y a les interventions comportementales qui incluent une vidange vésicale avant, une restriction hydrique, l'éviction de la caféine avant les rapports sexuels. Et bien sûr, ces traitements incluent toutes les mesures thérapeutiques de l'incontinence urinaire, des traitements pharmacologiques, la rééducation, comme on a parlé de notre collègue, et bien sûr le traitement chirurgical. Alors, la question maintenant qui se pose, après un traitement chirurgical de l'incontinence urinaire, y a-t-il un impact du traitement chirurgical de l'incontinence urinaire sur la fonction sexuelle? Ben, rares sont les études qui se sont intéressées à la fonction sexuelle après traitement chirurgical, comme on l'a vu tout à l'heure. Le résultat après traitement chirurgical par la mise en place d'une bandelette, TOT-TVT, est controversé. Il faut savoir que l'espace urétro-vaginal, c'est un espace qui est très sensible. Il participe à la relation sexuelle chez la femme. Il a un rôle important durant l'orgasme. Ainsi, l'insertion d'une bandelette dans l'espace urétro-vaginal peut perturber l'anatomie de cet espace et modifier l'innervation de la paroi vaginale antérieure, ce qui entraîne des dyspareunies, anorgasmies. En outre, on peut avoir par ailleurs encore, durant les interventions TOT, on peut léser les branches du nerf pudendal qui participe à la sexualité chez la femme, ou bien provoquer des troubles des novos. Et bien sûr, la chirurgie vaginale n'est pas anodine de complications. On peut avoir des rétrécissements vaginaux, réduction de l'élasticité de la paroi vaginale, réduction de l'apport sanguin vers les corps érectiles, vers le clitoris, une érosion de la bandelette, responsable de dyspareunie chez le partenaire sexuel. Autant de complications liées à cette chirurgie vaginale. Alors on se pose la question, est-ce qu'il y a un réel gain d'opérer la patiente et quel est l'impact sur sa sexualité? Ben, après cette diapo, on se demande, est-ce qu'il faut vraiment poser une bandelette sous-urétrale chez une patiente qui est demandeuse? Est-ce qu'il y aura réellement un impact sur sa sexualité? Ben, heureusement qu'il y a des études qui montrent le contraire. En fait, il y a des études qui sont bien menées, ont démontré une augmentation du désir, de l'excitation, de la lubrification du vagin et de l'orgasme et de la satisfaction sexuelle chez des patients qui ont été opérés après mise en place d'une bandelette sous-urétrale. Ben, comme on le voit tout à l'heure, sur ce graphique, dans un groupe de femmes ayant rempli le questionnaire sur la fonction sexuelle, le PISC-12,
les patientes ont amélioré leur qualité de vie sexuelle, restauré leur libido, augmenté la confiance en soi, et dans certains cas, ils ont rétabli une vie sexuelle normale, comme auparavant. En termes de cette prise en charge, cette évaluation sexuelle, c'est la femme. Comment peut-on classer finalement ces patients souffrance d'incontinence urinaire et qui ont un réel impact sur la fonction sexuelle? Généralement, on peut distinguer trois groupes. Le premier groupe sont des femmes qui ont un désir physiologiquement très bas. Ou bien sont des patientes qui n'ont pas de partenaire sexuel. Ces patientes, ils ne citent pas de traitement particulier. On ne va pas poser, ou bien on ne va pas les opérer et poser une bandelette surérétrale pour leur incontinence. Le deuxième groupe sont des femmes qui ont eu un retentissement sexuel de l'incontinence urinaire et qui ont restauré ou amélioré leur activité après chirurgie. Et leur incontinence est résolue. Et le troisième groupe de femmes sont des femmes qui ont eu des problèmes sexuels après la pose d'une bandelette surérétrale, par les complications qu'on a vues, soit par érosion, soit par un rétrécissement du vagin, ou bien apparition des signes de nouveau. C'est le troisième groupe et ce sont des complications liées à la chirurgie après mise en place d'une bandelette surérétrale. Finalement, ce qu'on peut retenir comme point fort, la qualité de vie sexuelle est vraiment altérée chez les femmes présentant une incontinence sexuelle. Ce sont des faits réels et les études l'ont bien montré. Cependant, il n'existe pas de corrélation entre les types d'incontinence urinaire et les fonctions sexuelles. L'association prolapsus et incontinence urinaire est la plus délétère. Chez les femmes présentant une incontinence urinaire et un prolapsus, on voit bien qu'ils sont altérés plus sur le plan sexuel. Il faut bien noter que l'évaluation précise de la femme présentant une incontinence urinaire sur tous les volets, en particulier le côté sexuel. Et cette évaluation doit être très objective en utilisant des questionnaires qui sont bien adaptés à la question, comme le questionnaire PISC-12 qui est adapté à la sexualité chez la femme présentant une incontinence urinaire et un prolapsus des organes pelviens. Il faut bien noter que la chirurgie fait partie des moyens thérapeutiques pour corriger l'incontinence ou bien le prolapsus et ses répercussions sur la sexualité. Mais il faut bien noter que le prolapsus peut être secondaire sexuel. Je vous remercie.